Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction de l'exercice 6 du TD7 qui s'intitule Mesure d'un coefficient de frottement, qui permet expérimentalement de venir mesurer justement un coefficient de frottement solide en entraînant à l'aide d'une masse B par un système fil plus poulie, entraîner une masse A en translation. Et lorsque la masse B va percuter le sol, la masse A va continuer son mouvement et va parcourir au total une distance D. Et à partir de la mesure de la distance D et de la distance H, et connaissant les masses des deux solides A et B, on peut mesurer un coefficient de frottement. Donc on va faire la résolution de cet exercice ici, hein, et comme tout exercice de mécanique, on va commencer par s'intéresser à l'analyse cinématique et dynamique. Alors, j'ai reproduit ici le schéma d'énoncé et j'ai commencé par rajouter deux axes. Un axe vertical que j'ai noté XB qui permet de repérer la position du point B au cours de son mouvement avec une origine au niveau de la position initiale du solide. Et un axe horizontal que j'ai noté XA qui permet de repérer la position de la masse A au cours de son déplacement avec une origine au niveau de la position initiale du centre de gravité de la masse A. Alors, on commence par l'analyse cinématique. Pour repérer complètement le problème, on va avoir besoin de plusieurs éléments cinématiques. Premièrement, on va avoir besoin des positions XA et XB des centres de masse des deux solides au cours de leur déplacement. Et puis on va avoir besoin aussi de la position angulaire de la poulie qui est entraînée en rotation lorsque les masses se déplacent. Le fil va entraîner la poulie en rotation. Et donc on va noter θ, l'angle de rotation de la poulie. Alors, toutes ces grandeurs ne sont pas indépendantes les unes des autres. Lorsque le fil est tendu, on va pouvoir relier les positions de A et de B, sachant que la longueur du fil est fixée, le fil étant inextensible, on peut relier XA et XB. Et de la même manière, avec une condition de roulement sans glissement du fil sur la poulie, on va pouvoir relier θ avec XA et XB. Donc finalement, ces trois variables ne sont pas indépendantes les unes des autres. Durant la première partie du mouvement, c'est-à-dire tant que le fil est tendu, on peut relier les trois paramètres et donc finalement on n'a qu'une seule inconnue cinématique. Et dans la deuxième partie du mouvement, c'est-à-dire que lorsque la masse B va heurter le sol, la masse A va continuer son mouvement seul et le fil sera détendu. Dans ce cas-là, on n'a besoin plus que de la coordonnée XA pour décrire le mouvement. Et donc finalement, on a une seule inconnue cinématique. Si maintenant on s'intéresse à l'analyse dynamique du problème, il va falloir faire un inventaire des actions mécaniques qui agissent sur les différents éléments de notre étude. On va commencer par la masse qu'on va noter A. Quelles sont les actions mécaniques qui agissent sur la masse A? On va avoir le poids, qu'on va appeler PA. On va avoir la tension du fil, qu'on va noter TA. Et on va avoir la réaction du support avec frottement solide, qu'on va noter R égale N plus T. Attention à ne pas confondre la tension du fil avec la composante tangentielle de la réaction du support. Si je représente ces différentes actions, on va donc avoir le poids, PA, la tension du fil, qui est dirigée le long du fil, et la résultante des actions de contact, composante normale, composante tangentielle, qui s'appliqueront elles au point de contact. Alors, on ne s'intéresse pas ici aux situations où la masse pourrait basculer, c'est-à-dire que bien entendu on peut avoir un risque de basculement de la masse selon la hauteur du point d'accroche du fil par rapport à la hauteur de la masse, de la position du centre de gravité, de la position du point de contact. Ici c'est pas l'objet de l'exercice, mais on peut avoir un risque de basculement. Si maintenant on s'intéresse à la masse MB, la masse B, pardon. Pour la masse B, on va avoir aussi l'action de la pesanteur, qu'on va appeler PB, et puis on va avoir la tension du fil, qu'on va noter TB. On n'a pas d'autre action qui agit sur la masse B. On va représenter ces forces. On va donc avoir le poids PB et la tension du fil TB.
Et puis, on va avoir aussi ce qui se passe au niveau de la poulie. Au niveau de la poulie, qu'est-ce qu'on a? On a les actions du fil sur la poulie. Par principe des actions réciproques, on aura moins TA et moins TB qui vont s'appliquer de part et d'autre au niveau de la poulie, qui vont être représentées par deux forces qui viennent agir au niveau du point du premier point de contact du fil sur la poulie, donc moins TA, moins TB. Et puis, alors on nous dit dans l'énoncé, je vous remets l'énoncé, on nous dit que la poulie est de masse négligeable, donc si elle est de masse négligeable, on va négliger l'action de la pesanteur. Et on va avoir bien entendu l'action de la liaison pivot. Donc pivot d'axe delta, et on suppose que cette liaison de pivot est parfaite, donc ça va permettre notamment d'éliminer le moment par rapport à l'axe delta de la liaison pivot. Alors bien entendu, si on fait l'inventaire des actions mécaniques, il va y avoir toutes les actions, la résultante des forces et le moment résultant qui agissent au niveau de la liaison pivot. Mais tout ça, ce sont des actions inconnues qui ne nous intéressent pas du tout dans la résolution du problème, hein. Donc on va essayer de s'en affranchir. Nous on va faire ici un inventaire des actions dynamiques, des forces inconnues. On va avoir, donc au niveau des inconnus, dynamique. On va avoir la norme de N et la norme de T, donc de la composante de la réaction du support. Les poids, c'est connu. La liaison pivot, on a dit qu'on les ignorait. Et puis après, on va voir les tensions du fil. Alors, si le fil est inextensible et puis sans masse, sans raideur, on va pouvoir dire que la norme de TA égale la norme de TB est uniforme le long du fil. Ça, c'est lié aussi au fait que la poulie ne possède pas de masse. Alors il y a plusieurs hypothèses pour pouvoir dire tout ça, mais finalement on n'en aura même pas besoin. Donc c'est lié au fait que la poulie est sans masse, que le fil est sans raideur et tendu. À partir de tout ça, on peut montrer que norme de T égale norme de TB. Bon, c'est pas trop l'objectif de l'exercice, donc c'est une inconnue du problème qu'on va chercher à éviter dans tous les cas, puisque nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de relier N et T pour faire apparaître le coefficient de frottement. Donc, ça c'est pour l'analyse du problème. On a donc au total une seule inconnue cinématique, et puis parmi les inconnues ici qui est présente, il y en a deux qui vont nous intéresser, notamment, la norme de N et la norme de T. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire comme équation? Le but ici, c'est de faire apparaître des équations qui ne vont pas faire apparaître les inconnues inutiles du problème. Donc par exemple les actions de liaison pivot ou la tension du fil. Alors premièrement, on a deux phases du mouvement. Une première phase du mouvement où les masses A et B sont toutes les deux en mouvement et vont être reliées par le fil qui reste tendu. Donc une première phase où le fil est tendu. Au cours de cette phase, on va pouvoir déterminer N par une projection du principe fondamental de la dynamique sur un axe vertical appliqué sur la masse A. On va pouvoir relier les mouvements des deux masses en prenant un point de vue plus global. On va appliquer un théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble des deux masses du fil et de la poulie pour pouvoir relier les deux points facilement entre l'instant initial et l'instant où la masse B percute le sol, ce qui va nous permettre de répondre à la première question où on cherche à déterminer la vitesse VB. Et puis on sait que la troisième équation qu'on va pouvoir écrire, on sait qu'on a un glissement de la masse A, donc on va pouvoir relier norme de N et norme de T, ce qui va nous permettre de relier nos trois grandeurs. Donc on écrit le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse A en projection sur un axe Y vertical. Donc, je vais représenter sur le schéma, c'est un axe ici Y, on note même YA, un axe vertical. On va avoir
le théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble A plus B plus fil plus poulie, qui va permettre de relier ce qui se passe entre l'instant initial et l'instant T1 où la masse MB percute le sol, donc entre 0 et T1. Et puis on a la loi de Coulomb hein, du glissement. Et on aura nos trois équations. Donc allons-y, on va commencer par appliquer donc, le principe fondamental de la dynamique à la masse M, à la masse A. Ça va nous donner que grand M fois l'accélération, donc dans l'énoncé c'est écrit grand A, le centre d'inertie de la masse A, égale donc la somme des forces, le poids mg plus T plus N plus TA. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de projeter sur Y pour pouvoir déterminer la norme de N. Donc si on projette sur UY, comme ça on ne fait pas apparaître TA. Hein. Si on projette sur Y, on obtient 0, puisqu'il n'y a pas de déplacement suivant Y, égale moins mg plus norme de N. Donc on trouve que norme de N égale mg. Ce qui fait que d'après la loi de Coulomb du glissement, on peut écrire que norme de T, c'est F fois norme de N. C'est donc égal à Fmg, ce qui fait qu'on connaît la norme de T, hein, et on voit que cette quantité, elle est constante au cours du mouvement. Bien entendu, ça ce ne sera valable que lorsqu'il y aura glissement. Ensuite, on applique donc le théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble A plus B plus fil plus poulie. Entre l'instant initial et l'instant T1. Donc la variation d'énergie cinétique de l'ensemble est égale au travail, donc entre 0 et T1, des forces, on va prendre dans un premier temps les forces extérieures, donc de PA, plus le travail de T, plus le travail de N, plus le travail, donc je prends que les actions extérieures pour l'instant, plus le travail de PB, plus le travail de la liaison pivot. Ça, ce sont les actions extérieures. Et ensuite, on va avoir les actions intérieures au système qui sont liées aux tensions du fil. Hein. Donc, on va noter plus le travail des forces intérieures à notre système. Voilà, le travail des forces intérieures à notre système. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément ces différentes grandeurs, on a déjà plusieurs forces qui sont perpendiculaires au mouvement. Donc PA et N sont perpendiculaires au mouvement, donc leurs travaux sont nuls. Donc PA et N, c'est nul. T, ça va travailler, ça on va devoir le calculer. Le travail du poids, pareil, on va devoir le calculer puisque ça travaille. La liaison pivot étant parfaite, il n'y a pas de frottement, et donc le travail est nul. Et le travail des forces intérieures. Donc le but, c'est de regarder le travail des tensions du fil. Ici, on va avoir le fil qui se comporte, en tout cas sur la partie avant la poulie et sur la partie après la poulie, ça se comporte comme un solide indéformable. Donc il n'y a pas de travail de force intérieure puisqu'on n'a pas de variation des longueurs entre deux points. Donc ça c'est lié au fait que le fil est inextensible, hein, il ne va pas y avoir de travail des tensions du fil. Au niveau de la poulie, on est ici dans une condition de roulement sans glissement, c'est-à-dire que le fil ne glisse pas sur la poulie. Et donc, si le fil ne glisse pas sur la poulie, on sait que le travail des forces intérieures est nul, hein, s'il n'y a pas glissement. Donc au global, il n'y a pas de travail des forces intérieures dans notre étude. Donc, on a juste à calculer les autres termes. Alors, si on calcule la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique AT1 moins l'énergie cinétique initiale. Initialement, on nous dit que les deux masses sont sans vitesse, la poulie pareil n'est pas entraînée, hein. Donc initialement l'énergie cinétique est nulle. On va devoir calculer l'énergie cinétique à l'instant T1 qui prend en compte les différents éléments. Alors le fil est supposé sans masse, donc il n'y a pas d'énergie cinétique. Pareil, la poulie est supposée sans masse, donc il n'y a pas d'énergie cinétique non plus à compter. Et on va avoir les énergies cinétiques de nos deux masses, grand M et petit m. Donc on va avoir 1/2 de grand M VA de T1 au carré, plus 1/2 de petit m VB
de T1 au carré. Alors on sait que sur la première phase du mouvement, le fil reste tendu. On va donc pouvoir écrire une relation simple entre les coordonnées, et notamment, on sait que si la masse B avance d'une certaine quantité xb, alors la masse A va avancer de la même quantité xb. Donc si on dérive cette relation, on va pouvoir écrire que finalement les deux vitesses, VA de T1 et VB de T1, sont identiques. Qui va donc faire intervenir juste, on va noter juste VB, puisque c'est ça qui nous intéresse, hein. On va donc obtenir 1 demi de grand M plus petit m, VB de T1 au carré, hein, donc car le fil reste tendu. Et il est inextensible. On va donc pouvoir calculer maintenant les travaux des forces. Donc le travail entre 0 et T1 de la tension du fil. Ce sera le travail, c'est l'intégrale du travail élémentaire. Donc on va intégrer de 0 à T1 le travail élémentaire qui vaut la puissance de la force, c'est-à-dire T scalaire, enfin le travail élémentaire, on va écrire directement T scalaire DOM. Ici, la force T, on l'a démontré avant, elle est constante, hein, elle vaut Fmg et elle est portée par l'axe horizontal UXA. DOM, ce sera du dx ux, hein, enfin dxa uxa, puisque c'est du déplacement selon l'axe x. Hein, et donc on va trouver facilement ici que ça vaut Fmg fois la longueur parcourue par la masse au cours de la première phase. Comme le fil est inextensible, on sait que lorsque la masse B va donc descendre de la hauteur h, bah, la masse A va avancer de la hauteur h. Donc ici c'est la hauteur h qui intervient, avec un moins puisque t il est opposé au déplacement. Hein, donc on a bien quelque chose ici qui est négatif, hein, puisque le travail ici est résistant. Le travail du poids, travail entre 0 et T1 du poids PB, bah, c'est moins la variation d'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie potentielle à l'instant initial moins l'énergie potentielle à l'instant T1. On a ici l'énergie potentielle de pesanteur. Hein. L'axe XB est dirigé vers le bas, donc ce sera moins mg XB de 0 plus mg XB de T1. On sait qu'à l'instant 0, on va prendre comme origine hein, de l'énergie potentielle, on va prendre notre position initiale, hein, donc ça c'est nul. Et XB de T1, bah, XB à l'instant T1 c'est égal à H, donc ça vaut mgh. On peut donc conclure en réinjectant dans le théorème de l'énergie cinétique. On obtient 1 demi de grand M plus petit m VB de T1 au carré, ça c'est la quantité qu'on cherche, égale mgh moins fmgh. Alors on peut factoriser par gh, ça fait gh facteur de m moins mg. Si on multiplie par 2 sur la somme des masses et qu'on prend la racine, en gardant la solution positive, hein, on trouve VB égale racine de 2GHM moins MG sur M plus M. On vérifie l'homogénéité de cette expression. On a bien... Oui, on a écrit une bêtise d'ailleurs. C'est pas un G là, c'est un F. D'où l'intérêt de vérifier l'homogénéité. Hein. Donc c'est ici des masses sur un masse, c'est sans dimension. J'ai une accélération qu'on multiplie par une longueur, ça fait une longueur au carré divisé par un temps au carré. En prenant la racine, ça nous fait bien quelque chose qui est homogène à une vitesse. Donc ça nous donne la vitesse atteinte par la masse B à l'instant T1. Et on veut ensuite, je reprends l'énoncé, on va vouloir ensuite déterminer en utilisant la distance D parcourue par la masse A, on va vouloir déterminer cette distance en fonction de M, H et F. Et donc, allons-y. On va donc maintenant utiliser la seconde phase du mouvement. Dans la deuxième phase du mouvement, la masse B elle a percuté le sol. Hein. La masse A, sous son inertie, va continuer son mouvement, ce qui fait que le fil va se détendre. Et il va nous rester uniquement 3 forces qui vont agir sur la masse A.
T, N et le poids. Donc on va ici s'intéresser à cette deuxième phase du mouvement. On veut relier deux points particuliers de la trajectoire, ce qui va se passer à l'instant T1 où on connaît la vitesse de la masse et ce qui va se passer à l'instant final où la masse va s'arrêter, et on va noter T2. Donc on appelle T2 l'instant où la masse A s'arrête. Et donc pour relier ces deux points de la trajectoire, on va utiliser une méthode énergétique, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique à la masse A entre T1 et T2. Donc on sait que à partir de là, la masse A, le fil n'étant plus tendu, le fil est détendu, donc ça veut dire que TA est nul, il n'y a plus de tension du fil, il va nous rester uniquement la masse qui est soumise à son poids et la réaction du support. Donc si j'applique le théorème de l'énergie cinétique, la variation d'énergie cinétique, qui vaut donc l'énergie cinétique en T2 moins l'énergie cinétique en T1 uniquement pour la masse A, va être égal au travail de T1 à T2 du poids, plus le travail de T1 à T2 de N, plus le travail de T1 à T2 de T. Et il n'y a plus la tension du fil. On sait que le poids est perpendiculaire au mouvement, donc ça c'est nul. La réaction du support, elle est perpendiculaire au mouvement, ça c'est nul. Et l'énergie cinétique finale est nulle puisque la masse s'arrête. On connaît l'énergie cinétique à l'instant T1, puisqu'on sait quelle est la vitesse de la masse à l'instant T1. On l'a déterminé dans la question précédente. Donc avec l'énergie cinétique à T1 qui vaut 1/2 de grand M VB de T1 au carré, c'était notre vitesse préalable. Si je reprends l'expression, ça fait 1/2 de M fois 2GH M moins FM sur grand M plus petit m. Le travail de T1 à T2 de T, ça fait l'intégrale de T1 à T2 de T scalaire DOM. Alors il faut reprendre ce qu'on a fait au préalable pour pouvoir poursuivre. On avait au préalable établi pour la masse MA, on avait appliqué le principe fondamental de la dynamique et on l'avait projeté sur UY. Dans notre situation maintenant, on n'a plus la tension TA, mais en projection sur Y, ça ne change strictement rien. Donc on trouve toujours que N égale à mg, et on a toujours glissement de la masse, donc on peut toujours écrire que T égale Fn égale Fmg égale constante. Donc ça reste valable, donc on le garde. On a toujours un travail qui va être négatif, et puis il faut calculer finalement le déplacement de la masse entre les instants T1 et T2. Et puis la masse entre T1 et T2, elle s'est déplacée de petit d moins petit h, puisque petit d c'est le déplacement total de la masse A, et petit h c'était le déplacement entre 0 et T1. Donc entre T1 et T2, elle s'est déplacée de petit d moins h. Ça c'est toujours négatif. Et donc on obtient, en écrivant l'égalité de nos deux équations, on obtient que, alors ici on a un 2 qui se simplifie, on obtient que GH M moins FM sur M plus petit m égale, donc c'est moins la variation d'énergie cinétique, donc je vais changer le signe ici, FMG D moins H. Alors on peut simplifier par G, on peut simplifier par M, et nous ce qu'on veut c'est petit d, donc on va diviser par F, donc on trouve que H facteur de M moins Fm sur F fois M plus M égale D moins H. Donc on trouve que D égale H facteur de 1 plus M moins Fm sur F facteur de M plus petit m. Voilà l'expression de la distance D. Alors on vérifie quand même que c'est bien homogène. On a ici les masses, le rapport de masse, puisque les coefficients de frottement sont en dimension, H c'est une longueur et D c'est une longueur. Donc on obtient l'expression de petit d, la distance parcourue.
Alors on pourrait faire l'inverse, c'est des résultats qui vous est donné dans l'énoncé. On pourrait inverser cette formule et puis trouver le coefficient petit f, puisque c'est plutôt comme ça qu'on va procéder expérimentalement, hein. C'est-à-dire que on va ici, dans cette formule, hein, on va mesurer D et H, connaissant les masses, on va pouvoir en déduire le coefficient de frottement. Il suffit juste d'inverser la formule, hein, qu'on vient d'établir, hein, et on peut mesurer comme ça un coefficient de frottement solide. Voilà.